Le 19 novembre 2020 était un jour très important. En effet, la 5e console majeure de Sony est sortie. La suite de la PS4, la PS5, parce que oui, eux de leur côté, ils savent compter. Et cette dernière cartonne comme jamais, au point de mieux se vendre que la PS4 à sa sortie sur une période équivalente. D'autant plus étonnant qu'avec les ruptures de composants dans tous les sens, il est très compliqué quand même d'en acheter une. Au point que D-Labs se fait assaillir sous chaque tweet pour les drops de PS5 et que certains se permettent de les revendre à des prix délirants sur eBay. Mais un an après la sortie de cette console, qu'est-ce qui en ressort? Était-ce réellement une bonne idée de l'acheter à sa sortie? Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, en partenariat avec Crucial, on va faire le bilan calmement et se remémorer chaque instant de l'histoire de la PS5, que ce soit ce qui est sorti en termes de jeu, mais aussi en termes de nouveautés au sein de la console, car elle a eu un paquet de mises à jour à tel point que la PS5 2 existe déjà et vous ne le savez même pas. D'ailleurs, ma PS5 à moi, elle est illégale. Mais ouais les potes, je suis un vrai gangster et je vous explique pourquoi dans quelques minutes. Déjà, avant de parler de ce qui est proposé sur la console, il y a quoi qui a changé dans la console en elle-même depuis un an? Eh bien, premièrement, c'est plus la même console qu'il y a un an en fait. En effet, la plus grosse modification se situe au niveau du refroidissement avec un radiateur qui a été nettement réduit et un ventilateur plus gros pour compenser. De mon point de vue, la seule amélioration que ça apporte se situe au niveau de la marge de Sony, mais bon, je vais pas dire trop de mal de cette nouvelle version parce qu'on peut se prendre des menaces de mort. Un youtubeur tech américain s'était pris énormément de menaces parce qu'il avait critiqué la PS5 version 2. Ouais, l'internet me surprendra toujours. D'ailleurs, on parle aussi d'une mise à jour de la console en 2022 d'après certaines rumeurs, un changement du processeur en passant sur du 6 nanomètres au lieu des 7 actuels. Bon, pas grand chose à se mettre sous la dent, c'est de la rumeur, donc prenons ça avec des giga pincettes. Et surtout, réintéressons-nous à nos consoles actuelles, car que ce soit la V2 ou l'original, les deux ont eu des améliorations possibles. Que ce soit avec la possibilité d'améliorer soi-même certains composants, voire même d'améliorer son design, car faut se l'avouer, le monolithe brillant de base, il est pas très beau. Ah non, c'est pas un avis subjectif, c'est un fait prouvé. Regardez ce graphique que je viens de trouver à l'instant sur le bureau de mon PC. Avant ça, première chose possible, c'est l'augmentation du stockage de la bestiole, car bon sang, les 667,2 Go de base se remplissent à une vitesse folle. Avec des jeux allant de 30 à 120 Go, va souvent falloir en désinstaller si vous ne voulez pas limiter votre expérience à seulement quelques titres. Que vous ayez la console digitale ou non d'ailleurs, car il faudra toujours installer les jeux sur la console pour pouvoir justement profiter des chargements ultra rapides fournis par ce stockage SSD. Genre là, j'ai beau avoir la version CD de Returnal, il y a quand même 80 Go d'installés sur la bestiole. Ouais, d'ailleurs, en parlant des CD, petit tips, quand vous voulez en mettre un dedans pour ne plus jamais vous tromper de sens, vous devez orienter le CD de la manière qui vous semble la plus naturelle et ensuite le retourner et là, ça marchera à tous les coups. Vraiment, je plaisante pas, c'est en me disant ça que j'ai réussi à prendre le coup de main. Ouais, pas fou. Et pour revenir à cette histoire de stockage, eh bien, il est enfin possible de l'augmenter, car oui, on avait bel et bien un emplacement de SSD disponible sur la console, facilement accessible car cette dernière se démonte en 2 secondes d'ailleurs, mais il était impossible d'y mettre quoi que ce soit, car si vous tentiez, vous aviez juste une erreur sur votre console et elle ne voulait plus s'allumer, vous demandant de retirer le corps étranger. Ce n'est donc que depuis septembre 2021 qu'on vous laisse faire ça, mais pas avec n'importe quel SSD. Ce dernier doit quand même avoir des vitesses d'écriture et de lecture assez bonnes pour la console en elle-même, pour ne pas plomber l'expérience générale. Et c'est le cas du P5 Plus de chez Crucial par exemple. Ici on atteint 5000 mégabits seconde d'écriture et 6600 mégabits seconde de lecture, et franchement c'est une sacrée claque, c'est un réel jeu d'enfant de l'installer dans la console d'ailleurs, et je vous conseille de le faire le plus rapidement possible, histoire de ne pas être embêté. Vous avez juste à arracher une plaque, à dévisser 2 vis, à rajouter le SSD en question et paf, il est accessible dans la console. À partir de là, vous pourrez choisir comment diviser le stockage. Si par exemple vous voulez installer les jeux PS5 sur le principal et les PS4 sur le SSD supplémentaire, vous pouvez. Mais pourquoi je dis qu'elle est illégale d'ailleurs ma console? Eh bien en fait c'est pas elle qu'elle l'est, mais plutôt la partie que je viens d'enlever pour vous montrer comment mettre le SSD que je viens de faire tomber. Cette fameuse plaque, enfin les deux évidemment, vous avez compris. Ces dernières viennent du fameux site d'Ibrand, d'une référence dans le domaine, car justement Sony a mis un temps monstre à proposer des plaques alternatives pour ceux qui n'aiment pas celles de base. Ce qui fait que pas mal de revendeurs sur AliExpress et consorts se sont mis à proposer les leurs avec une qualité plus ou moins discutable dans certains cas. L'avantage d'un gros marchand comme d'Ibrand, c'est qu'on est à peu près sûr de la qualité pour le coup. Enfin, quand je dis en vente, c'était plutôt en vendée, car oui, c'était pas très légal sur certains points, notamment sur le côté que ça ressemblait énormément aux plaques de base. Et d'ailleurs, ils le savaient très bien en jouant avec le feu, en demandant à Sony de les poursuivre en justice sur la page d'achat de ces plaques, en disant que les logos qu'ils ont mis dessus, on dirait les logos PlayStation de loin, mais de près, c'est pas du tout cela. Donc chez Sony, Dibrand est souvent impétueux comme ça. Et le pire, c'est que c'est resté très longtemps en ligne, sorti en février 2021
2021, il y en a pas mal qui se sont vendus avec un petit sticker à mettre au milieu pour augmenter la personnalisation. Problème, Sony les a enfin attaqués en justice en octobre 2021 car ils sortaient enfin leur modèle à ce moment-là. Ça aura pris un peu de temps, hein. Depuis, la page de vente ressemble à ça, les articles qui parlent de l'affaire en justice. C'est donc eux qui ont repris le flambeau dans le début de la personnalisation de la console, avec 5 modèles de plaques qui devraient sortir courant janvier 2022, avec du noir, du bleu, du rose, du rouge rosé et du violet. Malheureusement, on est en janvier 2022 et c'est pas encore disponible. Va falloir prendre son mal en patience vu que les Dark Plate ne sont plus disponibles non plus. Enfin, les premières Dark Plate de Librand ne sont plus disponibles car évidemment, je vous ai dit que ce sont des gigatrolls et ont sorti depuis la version 2.0 et toujours en trollant Sony et leur avocat sur toute la page. Sauf qu'ici, ils ont changé la tronche des plaques en ajoutant un endroit pour faire passer la chaleur que génère la console et aussi des bandes LED. Comme ça, ça ressemble presque plus au design de base. Et donc, plus de problème. Ouais, sacré bazar. Vous voulez savoir quelque chose d'encore plus drôle? À l'intérieur des nouvelles plaques, il y a un code en binaire et si on le traduit, c'est juste la lettre de mise en demeure de Sony. Ouais, masterclass, comme disent les jeunes. Mais assez de facts rigolos. Si on enlève les améliorations hardware, il y a quoi qui a évolué sur la console en un an logiciellement parlant et surtout en termes de jeu? Est-ce que ça valait la peine de faire partie des early users? Eh bien, en vrai, pas trop. En un an, la console a eu 3 exclusivités en jeu AAA, dont un remake. Ouais, Demon's Souls à la sortie de la console, puis Returnal, un giga bon roguelike, et enfin Ratchet & Clank Rift Apart, un peu plus tard. Mais à part ça, y a pas vraiment grand chose quoi. Si vous avez envie de jouer à des jeux auxquels vous ne jouerez jamais ailleurs, vous ne ratez pas non plus grand chose. Ok, Returnal c'est facile dans mon top 5 des jeux de l'année 2021, mais est-ce que ça vaut une console entière qu'on peut pas s'acheter juste pour ça? J'en suis pas si sûr. Là où ça va par contre un peu plus briller, c'est sur la partie d'amélioration d'anciens jeux ou de jeux cross-gen. Un Spider-Man Remastered ou Miles Morales va avoir clairement plus de gueule que sa copie sur PS4, avec souvent le choix entre un jeu plus joli mais un peu laggy ou bien un jeu plus fluide mais un peu moins beau, avec ce nouveau menu qu'on peut voir souvent sur les jeux proposés. Fidélité, performance et performance RT. J'ai pu le voir sur Ratchet et Miles Morales notamment, et clairement je vous dirais de toujours partir sur la performance RT, histoire de profiter vos jeux en 60 fps, car ok, le mode fidélité c'est bien sympa, les ombres et tout le tintouin, mais si c'est pour jouer en 30, c'est juste non. On aura aussi d'autres jeux qui ont eu une amélioration comme Last of Us Part 2, le Ratchet & Clank de 2016 tiré du film Exquisite et tant d'autres. Mais oui, la différence n'est pas non plus si incroyable que ça en dehors du framerate. Là où ça l'est le plus, c'est réellement sur les temps de chargement qui par contre eux deviennent quasi instantanés, et ça, ça fait quand même giga plaisir. Et qu'en est-il des fonctionnalités supplémentaires qu'offre la console? En elle-même, il n'y a vraiment pas grand chose qui change. Ce qui par contre est réellement innovant, ce sont les gâchettes adaptatives de la DualSense, la nouvelle manette qui va opposer plus ou moins de résistance en fonction de ce qu'il se passe dans le jeu, ce qui permet par exemple d'avoir vraiment la sensation d'avoir le cran de la gâchette d'un pistolet. Et comme prévu, c'est déjà devenu un gadget. Alors ok, il y a vraiment très peu de jeux exclusifs sortis, et vu que c'est évidemment eux qui prendront le plus en charge ce genre de choses en développement, ça peut se comprendre. Mais sur le reste, personne ne s'embête avec ça, et donc personne ne fait l'effort de faire des trucs cool. Car bon, c'est bien sympa de le sentir ce Returnal, mais à part lui, j'ai jamais fait la différence sur aucun autre titre. Et finalement, ce que j'ai vu le plus, c'est l'utilisation du haut-parleur de la manette, comme dans Spider-Man où on entend les bruits de toile quand on se balance, ou finalement dans Deathloop où notre Némésis nous parle au travers de cette dernière comme si c'était vraiment un téléphone. En conclusion, même si de mon côté, je me suis amusé sur ma PS5 à me casser le crâne sur Returnal, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire monter sa tension à stresser à chaque réapprovisionnement de PS5 chez les différents revendeurs? Vraiment, j'en suis pas sûr. Par contre, ce qu'il est, c'est que le prix, lui, va mettre un temps phénoménal à descendre. Donc, l'acheter tout de suite pour ce qu'elle propose, pas forcément utile. Attendre qu'elle soit moins chère, va falloir attendre très très longtemps non plus. Donc, pas fou non plus de faire ça. La console est quand même destinée à un avenir assez solide. Jouer dessus reste plaisant. Alors certes, je pense que la technologie des gâchettes adaptatives va devenir de plus en plus anecdotique, et ce qui est dommage parce que c'est super cool, pour finalement être un gimmick dont on n'aura profité que sur les jeux de la sortie. Mais les chargements extrêmement rapides et la puissance de la console vont rester des choses qui vont clairement vous changer la vie. Surtout si vous venez de la PS5 et de son gros disque dur bien lent et bien bruyant. Maintenant, si je devais absolument prendre un système de jeu pour me changer la vie, et si j'ai déjà les précédents, je suis pas certain que la PS5 soit mon premier choix. Très franchement, autant garder sa PS4 actuellement et investir dans un Oculus Quest 2 à 350 €, parce que c'est triste à dire, mais vous aurez plus d'exclusivité sur un marché de niche que sur un marché en rupture de stock. Ça n'enlève évidemment rien à la qualité des jeux en eux-mêmes, ni même de ce qui sera proposé prochainement comme le prochain Horizon et autres God of War. Mais là, après bientôt 1 an et demi depuis sa sortie, je trouve le bilan quand même assez mitigé. Et je me demande même si on ne verra pas la PS5 Pro avant même d'atteindre la dizaine de AAA exclusifs, c'est pour dire. D'ailleurs, il faut noter
c'est qu'avec le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, eh bien le Game Pass risque d'avoir un petit peu plus de jeux et la PlayStation un petit peu moins. Peut-être qu'il y aura même plus Call of Duty d'ici quelques années. Bref, ça c'est vraiment de la spéculation, mais bon, je pense que c'était quand même important de le rappeler. On verra ce que le futur nous réserve, mais je suis assez pessimiste. Et bien sûr, la question que vous attendez tous, ça vaut plus le coup de prendre un PC ou cette PS5? Bah, autant il y a quelques années le PC aurait gagné, autant là la guerre est perdue d'avance. Les composants coûtent maintenant beaucoup trop cher et ça ne va pas s'améliorer avant très longtemps. Le gaming sur PC est malheureusement devenu un luxe au point qu'une des chaînes spécialisées dans les configurations pas chères, Low Spec Gamer, a carrément annoncé que c'était impossible maintenant de faire des ordinateurs bon marché. Donc franchement, c'est triste à dire, mais cette guerre console PC n'a juste malheureusement plus lieu d'être. Mais ça va être le cas pendant très longtemps, mais bonne année 2022 bien sûr. Encore merci à Crucial de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Si vous voulez améliorer votre PS5 ou même juste acheter un SSD qui va giga vite pour votre PC, car vous pouvez bien sûr l'utiliser aussi sur un ordinateur évidemment, eh bien je vous laisse un lien en description juste en dessous pour pouvoir checker les différents modèles proposés. On va de 500 Go à 2 Teraoctets, soit près de 4 fois ce que propose la PS5 de base si on enlève la place occupée par le système qu'on ne pourra de toute façon jamais utiliser. Donc c'est clairement pas mal. En plus pour le coup, même s'il y a une PS5 Pro après, vous pourrez certainement le réutiliser par la suite ici aussi. Donc l'investissement long terme est clairement intéressant. Bref, vous en pensez quoi vous de cette PS5? Réellement un achat intéressant ou faut-il finalement plutôt aller du côté des verts, voire carrément ailleurs comme dans la réalité virtuelle comme je trouve ça plus intéressant? Eh bien dites-moi vos préférences dans les commentaires juste en dessous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le notifier grâce au pouce bleu de l'amour juste en dessous de cette dernière. N'hésitez pas à partager d'ailleurs cette vidéo à tous vos potes qui se roulent en boule par terre car ils n'ont pas eu la PS5 à Noël pour leur faire comprendre qu'ils ne ratent pas non plus grand chose. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!